s'il vous plaît, Ariane. Merci. Je vais lire en anglais car mon anglais est un petit peu... Je m'appelle Ariane Bileran de France. Je suis philosophe spécialisée en philosophie morale et politique. Je suis psychologue clinicienne et docteur en psychopathologie, spécialisée dans l'étude de la manipulation, de la déviance du pouvoir, de la perversion, de la paranoïa, du harcèlement et du totalitarisme. Je vais donc parler de ces deux points de vue. J'ai enseigné pendant plusieurs années à l'université en France. J'ai été auditrice et enquêtrice pour des entreprises, mais aussi experte auprès des tribunaux dans des affaires de harcèlement au travail. J'ai publié de nombreux ouvrages sur ce sujet, dont certains ont été traduits dans d'autres langues que le français. Dans la présente situation, mon expertise me permet de dire que nous avons affaire à une dérive totalitaire. Et je vais vous décrire pourquoi je le pense. C'est une dérive totalitaire du point de vue de la philosophie politique, mais aussi du point de vue de la psychopathologie, qui correspond à un délire collectif, le délire paranoïaque. La paranoïa est une psychose contagieuse dont le maître mot est le harcèlement et qui fonctionne selon la structure suivante. Un ennemi imaginaire visible ou invisible nous persécute. Nous devons partir en guerre contre l'ennemi. Et cela justifie le recours au harcèlement. Et tous les moyens sont permis. Il s'agit d'un délire de persécution qui conduit à passer à l'acte. L'intention de nuire est néanmoins sauvegardée. C'est pourquoi j'ai parlé dans le passé de la nécessité de condamnation pénale des profils paranoïaques qui sont dans la majorité des cas à l'œuvre dans le harcèlement. Dans le système totalitaire, le contenu du délire peut changer. Par exemple, qui est l'ennemi désigné? Mais la structure reste la même, celle dont je viens de vous parler. Premier point, mon diagnostic. Le harcèlement utilisé contre les populations, avec des conséquences terribles sur la santé mentale des individus. Dans la crise politique que nous traversons, des méthodes typiques de harcèlement ont été utilisées sur les personnes qui ont été victimes de pressions morales répétées, dans le but de créer et de maintenir un état de terreur chez l'individu. Les conséquences sont terribles pour la santé mentale des personnes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la santé mentale n'a pas du tout été au cœur des concepts. Au contraire, les dégâts sont considérables. Traumatismes multiples, dépression, suicide, désorganisation psychologique, addiction, confusion mentale, décompensation psychiatrique, notamment de type schizophrénique. De nombreux spécialistes nous alertent, notamment ce qui concerne les enfants. Par exemple, en janvier 2021, le chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker à Paris, le docteur Pauline Chast, a évoqué une augmentation alarmante des tentatives de suicide chez les enfants et chez les jeunes adolescents dans plusieurs hôpitaux parisiens. Les troubles de santé mentale sont aussi souvent des facteurs et des déclencheurs de troubles somatiques, dits psychosomatiques, affectant la santé de l'individu. Actuellement, la fin justifie les moyens et la logique est sacrificielle. Il devient acceptable de sacrifier des individus au nom de la quantité, au nom du plus grand nombre.
et l'individu est privé de ses droits humains. Les considérations morales ne sont plus intégrées dans le discours, sauf pour être utilisées en termes de chantage et de manipulation. Ce serait pour le bien du groupe que l'individu devrait être sacrifié lui-même. À titre d'exemple, la scolarité des enfants est sacrifiée dans de nombreux pays du monde depuis 2 ans, avec des fermetures de classes qui ont accru les inégalités, avec ceux qui ont accès à Internet et ceux qui n'y ont pas accès, des fermetures de classes brutales qui mènent les enfants à avoir des idées dépressives. En France, des soignants ont été licenciés parce qu'ils refusaient de se soumettre à des injections expérimentales dans un contexte dit de pandémie où le système de santé ne pouvait logiquement pas se permettre de suspendre son personnel. Toute forme de désaccord ou même simplement de remise en question se heurte à la censure et à la répression face à un récit dogmatique que personne n'a le droit de réfuter malgré les nombreux paradoxes qu'il met en scène. Le président français avait, à plusieurs reprises, appelé le peuple français à se sacrifier pour constituer une force dans la guerre contre le virus. Au niveau international, les pays pauvres se sont retrouvés bloqués, incapables de faire face au verrouillage économique, avec des millions de personnes tombant dans la misère. Avec cette logique sacrificielle, les individus ne comptent plus et peuvent être utilisés comme sujet d'expérimentation jusqu'au génocide. Il n'y a plus de limite légale ou spirituelle. La méthode utilisée relève des méthodes sectaires. Premièrement, la terreur. Un virus extrêmement dangereux va nous tuer. Deuxièmement, séquestration, confinement, restriction de la liberté de mouvement et atteinte aux droits fondamentaux inaliénables, comme la liberté de mouvement, la liberté d'expression, etc. Troisièmement, l'exclusion et la maltraitance. Les citoyens critiques étant considérés comme mauvais, jusqu'à appeler au meurtre dans certains discours politiques. Par exemple, en Italie, où des personnalités du journalisme, de la politique et de la médecine ont appelé à la ségrégation dans les trains entre les vaccinés et les non-vaccinés, suggérant même un signe autour du cou pour les non-vaccinés, et avec des déclarations souhaitant le rétablissement des chambres à gaz. Certaines personnes ont aujourd'hui tout perdu. Emploi, moyens de subsistance, droits parentaux, etc. simplement pour être un opposant aux politiques qui ont été menées. Par exemple, le refus de soins ainsi que la pratique d'injections sans aucun discernement des individus au niveau de leur diversité, ce qui constitue une pratique abusive qui met en danger la vie humaine sans que les États en prennent la responsabilité. En France, le fait d'avoir été victime d'un choc anaphylactique n'est pas un critère pour être dispensé de l'injection. Quatrièmement, conflit de loyauté, forçant les individus à faire des choix impossibles, de faux choix, par exemple entre le droit de travailler pour gagner notre subsistance et le droit de disposer de notre propre corps. C'est un faux choix. Cinquièmement, suggestion hypnotique, en particulier un élément appelé le saut hypnotique, qui induit l'impossibilité de réfléchir chez les gens par le biais des médias de masse, avec la répétition de récits, de discours et d'images de panique. Sixièmement, censure et persécution. Septièmement, des chocs traumatiques répétés sont transmis à la population. Par exemple, des ordres de fermeture émis au dernier moment. Parfois même des ordres dans des ordres au sein d'un discours paradoxal. Par exemple, en France, le gouvernement est connu pour dire tout et son contraire,
parfois quelques semaines d'intervalle, sans jamais justifier ce qui a été dit auparavant. Huitièmement, anomalie généralisée. Par exemple, les incitations aux professionnels traditionnellement non formés pour effectuer des injections, comme le nutritionniste, le physiothérapeute ou le psychologue, en échange de bénéfices importants. Neuvièmement, culpabilisation des individus, dévoiement, chantage, intimidation, menaces, refus des soins d'une certaine catégorie de la population, privation d'éducation pour les enfants, désorganisation des repères sociaux de référence pour l'ensemble de la population mondiale, surveillance et transgression de la vie intime des gens, etc. Et il s'agit d'un contexte asymétrique où les gens ont été soumis aux décisions de leurs dirigeants et où des innocents ont été désignés comme coupables. Par exemple, des enfants désignés comme coupables de tuer leur grand-mère. Le citoyen est traité comme un prisonnier sur parole. Les chocs traumatiques répétés, ainsi obtenus au fil du temps, provoqués à la fois par les discours et les décisions politiques, mais aussi soutenus par les suggestions incessantes des médias de masse, ont conduit les individus à des états de dissociation traumatique. Cela déclenche un mécanisme de défense appelé déni en psychologie. C'est l'impossibilité de se représenter la violence de la situation qui menace la vie psychique. Les manipulations des médias de masse jouant sur la peur et la panique ont conduit à des divisions dans les familles et les couples, ainsi que dans les amitiés, divisant la société en deux camps et provoquant la méfiance de tous contre tous, dont il sera désormais très difficile de sortir pour établir l'harmonie entre citoyens. Ne dit-on pas diviser pour mieux régner ? Les médias de masse ont opéré une suggestion hypnotique permanente, réduisant l'individu à l'unité mathématique, un nombre ou un cas positif ou négatif. Dans l'hypnose, il y a le saut hypnotique, qui est une induction très puissante qui provoque la prohibition radicale de la réflexion et de la recherche sur un sujet donné, tel un tiroir qui est scellé dans la psyché. Une secte ou un culte requiert une adhésion à une foi de type religieuse. On ne demande pas à l'individu d'analyser, mais de croire aveuglément. La persécution, la censure ainsi que l'intimidation s'abattent sur ceux qui aimeraient analyser et non pas croire. Un culte ou une secte promet toujours le retour vers le paradis perdu. Il en est de même avec le système totalitaire. Le culte ou la secte propose des objets fétiches. Ici, le Saint Graal était l'injection, censée nous libérer du mal. Bien sûr, c'était un mensonge. Les personnes qui ont reçu 2 injections perdent aujourd'hui leurs droits dans de nombreux pays si elles refusent de poursuivre dans cette voie. Et nous voyons clairement que c'est pour nous conduire plus loin vers un monde de contrôle planétaire mondial et de surveillance où l'individu sera réduit à néant, au mieux pour être utilisé comme une force de production, au pire pour être annihilé car inutile au règne des perpétrateurs. La dérive totalitaire est de nature sectaire et prophétique. Hannah Arendt disait de la scientificité de la propagande totalitaire qu'elle se caractérise par l'accent qu'elle met presque exclusivement sur la prophétie scientifique, par opposition à la référence plus traditionnelle au passé. La prophétie a eu lieu dès le début,
avec une prédiction complètement irréaliste et irréalisée. Sa prédiction en nombre de jours, et je me réfère au livre que j'ai écrit avec Vincent Pavant, un professeur de mathématiques, Le débat interdit, qui sera publié début mars en France. Le système totalitaire place la réalisation de ces objectifs dans un avenir toujours lointain, une sorte de promesse finale. Le retour vers le paradis perdu, la fin du calvaire, la pureté de la race, le territoire purifié de la maladie, le retour du monde d'avant, etc. Il s'agit d'unir les masses contre l'ennemi commun. Ici, le virus est censé incarner l'opposition à la réalisation de cet objectif. L'ennemi, externe et interne, sera susceptible de changer. Le scientisme idéologique et sa technique prédictive ne cessent de se mouvoir. Leur dimension de caméléon les maintient au pouvoir. Le discours n'est plus le reflet de l'expérience, c'est l'expérience qui doit se conformer au discours. Nous sommes partis de modèles prédictifs que nous voulons imposer à la réalité. Réfléchissons aux prédictions de Ferguson dans ce cas. En science, le modèle doit toujours être soumis à la réalité et non pas le contraire. Le professeur de mathématiques français Vincent Pavant l'explique ainsi dans ce livre. Ainsi, le premier postulat a été posé. Les modèles de Ferguson et les calculs qui y furent adossés correspondaient à la réalité. C'est précisément à partir de cet instant que le délire collectif commence. La déliaison au réel est actée, et dès lors va s'imposer le postulat de la prédominance de chiffres arbitraires issus de la spéculation modélisatrice en lieu et place du dénombrement statistique des sciences opératives, celles qui partent des faits et les mesures. Il y a donc eu un péché scientifique majeur, aux conséquences tragiques pour l'humanité. Il faut comprendre pourquoi le totalitarisme fonctionne sur les populations. Il fonctionne sur les populations parce que, dans le totalitarisme, il y a une promesse qui est faite. C'est une promesse qui ne sera bien entendu pas tenue. La promesse au peuple est de prendre l'entière responsabilité de la souffrance de leur existence et que le paradis perdu leur sera rendu. C'est ce qui a été mis en place au début dans les pays occidentaux. On vous prend en charge complètement. Restez chez vous, on vous paye, ne réfléchissez plus, on réfléchit pour vous. Faites-vous vacciner et tout redeviendra comme avant. Ne réfléchissez pas, on réfléchit pour vous, etc. Du point de vue de la psychologie, les profils qui insufflent le harcèlement sont des profils pervers et ou paranoïaques. Ce sont des profils dits narcissiques. Mais dans la perversion, la responsabilité pénale est engagée, car il n'y a pas de construction délirante, tandis que dans la paranoïa, la question est plus discutable, puisqu'il s'agit d'un délire de persécution. Néanmoins, l'individu paranoïaque est parfaitement conscient de nuire. Il le justifie même. Il a clairement l'intention de nuire, et l'intention est justifiée par un pseudo-idéal, le bien commun, la santé pour tous, etc. Comme nous l'avons déjà vu dans les régimes totalitaires précédents. Le paranoïaque ne croit pas nécessairement au contenu de son délire. C'est plutôt une façon d'être au monde, une façon persécutée, où l'autre est vu comme un ennemi. Et on peut faire la supposition que les instigateurs de ce développement tragique pour les peuples ont ce rapport au monde. Un rapport au monde fait d'angoisse
de persécution, de rigidité narcissique, dans lequel les peuples sont vus comme des ennemis. Une population mondiale considérée comme trop importante et à éliminer dans certaines perspectives eugénistes. En clair, le système totalitaire fonctionne selon une structure pathologique qui est celle de la paranoïa. La psychose de masse est créée par des profils paranoïaques, bien qu'il ait besoin de l'alliance de différents profils pathologiques, notamment les pervers. Cynisme et instrumentalisation. Eux ne croient pas au discours de persécution. Mais généralement, ce sont ceux qui s'enrichissent considérablement des crises qu'ils ont contribué à créer, par exemple pour leur profit propre. Et les psychopathes, mercenaires du régime, pour continuer à exister. Le délire paranoïaque persécute au nom de ce qu'il prophétise. Et ce qu'il prophétise, il le fait tout simplement advenir. Il y aura des quantités de morts, dit-il. Et de fait, à force d'interdire les traitements, les intubations qui soignent les patients et de précariser les populations, ces morts arrivent. De plus, la narration idéologique justifie la persécution par la légitime défense. Avec la paranoïa, il est autorisé de tuer puisque c'était pour se défendre. Dans l'illusion paranoïaque, il y a une idée d'illusion hypocondriaque. C'est ce qui conduit au syndrome de Munchausen de masse, qui est la surmédicalisation inappropriée d'une maladie virale courante qui mériterait des soins appropriés et précoces, tout en niant les avertissements, la tempérance et l'expérience des experts, et en créant plus de problèmes et de souffrances que ce qu'elle n'en résout. Dans l'hypocondrie délirante de la paranoïa, la maladie est partout, vécue comme dangereuse, mortelle, ennemie du vivant. Le malade est opposé au sain, comme l'impur au pur. Ordre est donné d'éliminer la partie du corps social désignée comme impure. L'impureté supposée est à traquer par la terreur et des méthodes radicales. La fin justifie les moyens. C'est la raison pour laquelle la terreur est constitutive du corps politique totalitaire, comme l'est la légalité pour le corps politique républicain, selon Hannah Arendt. L'ensemble constitue une dérive totalitaire. Pour la philosophie politique, notamment selon les travaux du philosophe italien Giorgio Agamben, il s'agit de normaliser un état d'exception dans lequel les droits de l'homme sont suspendus. Le pass empêche la liberté de mouvement. Il y a fort à parier que la nature de ces passes sert au contrôle des mouvements des citoyens, qui sera réinventé au nom d'autres urgences. L'écologie, la santé, le terrorisme, fabriqués au nom de l'état d'exception. Rappelons les critères politiques du totalitarisme, qui ne sauraient se réduire à une dictature, un despotisme ou encore une tyrannie. Monopole des médias de masse et du corps policier, direction centrale de l'économie, persécution des opposants et de toute critique, système de surveillance d'individus, encouragement aux délations, logique concentrationnaire orchestrée sur la terreur, politique de la table rase, idéologie mouvante construite sur le clivage entre bons citoyens et mauvais citoyens, sur l'ennemi, visible ou invisible, et la pureté. Le système totalitaire est soutenu par une idéologie, c'est-à-dire une croyance délirante qui n'a plus aucun lien avec une vérité logique, ni avec la réalité de l'expérience,
et qui a constamment besoin de se renouveler dans son contenu afin de maintenir un pouvoir illégitime. L'instrument clé pour l'instauration d'un pouvoir totalitaire est d'abord le harcèlement des esprits qui doivent devenir perméables à l'idéologie. La propagande des médias doit obtenir la division du collectif, des clans traditionnels, des classes sociales familiales, des clans politiques, selon le clivage paranoïaque entre les bons et les mauvais. La ligne de désignation peut évoluer selon une idéologie caméléon. La terreur intervient rapidement vers la désignation de l'ennemi. Ici, au début, l'ennemi est un affreux virus qui entend disséminer l'espèce humaine et contre lequel nous sommes à l'œuvre. Puis, les ennemis deviennent les désobéissants, qui ne veulent pas respecter ces mesures dites sanitaires imposées par le champ politique. La propagande est souvent masquée derrière de subtiles manipulations. C'est pour votre propre bien et prend plaisir à créer des chocs traumatiques collectifs. Par exemple, je pense au nombre de décès répétés quotidiennement qui leur a permis ensuite d'étendre le contrôle sur le système et de terroriser la population. Cette dernière, sous l'effet des injonctions paradoxales et de l'usure, verra le pouvoir tortionnaire comme un sauveur. Mais à son plus grand malheur, le pseudo-sauveur est en même temps le persécuteur. Le totalitarisme est international dans son organisation, universel dans sa visée idéologique et planétaire dans ses aspirations politiques. Il poursuit l'expérience de domination totale, a déclaré Hannah Arendt. Face à cette violence généralisée qui induit le désespoir psychique, beaucoup basculent dans le passage à l'acte suicidaire, la perversion ou la folie. Des individus se comportant de façon respectueuse des interdits fondamentaux peuvent, à la faveur d'une idéologie totalitaire, régresser, et notamment sur un mode pervers. Le déploiement du système totalitaire entraîne donc la survenue de nombreux abus de pouvoir et actes sadiques commis par des cheffaillons qui se révèlent. Et l'on se demande alors comment ce bon père de famille, d'ordinaire si agréable et connu depuis si longtemps, est devenu capable de tant d'atrocités. En conclusion, Goebbels notait dans son journal : « Dans le ghetto de Varsovie, on a noté une certaine montée du typhus, mais on a pris des mesures pour qu'on ne les fasse pas sortir du ghetto. Après tout, les Juifs ont toujours été des vecteurs de maladies contagieuses. Il faut ou bien les entasser dans un ghetto et les abandonner à eux-mêmes, ou bien les liquider. Sinon, ils contamineront toujours la population saine des États civilisés. » Il est important de mentionner que nous avons déjà eu affaire à une idéologie sanitaire de type épidémiologique dans un passé pas si lointain, avec l'épidémie de typhus, que les nazis prétendaient combattre et éradiquer. C'est bien le déploiement de cette idée pour l'épidémie de typhus, de désigner une catégorie de la population comme en étant porteurs, et de les traiter comme des parasites propagateurs d'épidémies. L'épidémie de typhus se développait car toutes les bonnes conditions étaient réunies pour cela. Distribution de couvertures infestées de punaises, entassement dans des ghettos insalubres, etc. Dans un article intitulé
les germes d'une internationale fasciste, alors que tout le monde crie victoire et plus jamais ça. Hannah Arendt, sous les cendres encore fumantes de la guerre, annonçait immédiatement les tensions de demain, sous la forme d'une entité internationale qui infiltrerait les institutions de l'après-guerre à la manière d'une secte occulte dans ces institutions d'après-guerre et qui pourrait même revenir par le biais de la création de l'Europe. C'est-à-dire qu'au moment même où les populations européennes pensaient s'être débarrassées de la bête affreuse, la philosophe disait que cela pourrait se reproduire, et en bien pire. Dans le système totalitaire, le vivant est l'ennemi. L'individu est réduit, au mieux, à un nombre. Le langage est corrompu, de sorte que les individus ne peuvent plus penser à ce qui leur arrive. Par exemple, les malades asymptomatiques. Cette expression ne veut rien dire. Ou l'ajout d'un nouveau vocabulaire dans les médias. Pas moins de 60 nouveaux mots ou expressions. L'objectif n'est plus l'aliénation, mais l'annihilation du sujet humain. Et pour cela, il faut briser toute spontanéité. Le totalitarisme est par essence génocidaire. Il n'a plus besoin de l'humain. Il prétend plutôt en recréer de toutes pièces. Des hommes nouveaux à qui il faut supprimer la liberté pour faire régner l'idéal tyrannique de pureté. Le transhumanisme, qui est une forme moderne du surhomme nazi, est une négation pure et simple des droits de l'homme. Le terme transhumanisme a été inventé dans les années 1940 par le frère d'Aldous Huxley afin de remplacer le terme eugénisme. L'apologie d'un corps puissant, de la volonté du pouvoir du superhomme transhumanisé, suppose l'élimination des corps malades et souffrants considérés comme inutiles. Les régimes totalitaires utilisent toujours la science, ou nous devrions plutôt dire le scientisme, pour établir une pseudo-légitimité concernant l'existence et l'exigence d'une sorte de ferveur religieuse autour de ce scientisme. La crise actuelle est le règne du dieu des mathématiques. Hannah Arendt disait que la propagande n'est plus un problème objectif sur lequel les gens peuvent avoir une opinion, mais elle est devenue dans leur vie un élément aussi réel et intangible que les règles de l'arithmétique. Cependant, je dois vous rappeler qu'il est impossible d'appliquer des concepts mathématiques, statistiques et biologiques à l'expérience politique, morale et spirituelle de l'homme. Si nous acceptons que les mathématiques, que les statistiques dirigent notre existence humaine, nous sommes réduits à des nombres, positifs ou négatifs, cas positifs ou cas négatifs, et nous pouvons donc être éliminés sans aucun remords. La discipline qui réfléchit à la morale politique et à l'expérience spirituelle de l'homme est la philosophie, en particulier la philosophie morale et politique et la métaphysique. L'être humain est sacré, la vie humaine est sacrée. En d'autres termes, il est impossible d'appliquer des concepts scientifiques issus de la pseudo-science, qui, rappelons-le, sont les sciences de la matière morte, à l'expérience politique, morale et spirituelle de l'homme. L'approche scientifique portée par ses limites et appliquée à l'humain est alors utilisée pour tenter de justifier des approches qui ne sont en réalité ni scientifiques ni humaines. Citons l'écrivain Arthur Koestler, qui a été témoin des méthodes de recrutement de l'expérience totalitaire, qu'il a lui-même vécue dans son livre Darkness at Noon.
Il n'y a que deux conceptions de la morale humaine et elles sont à des pôles opposés. L'une est chrétienne et humaniste, déclarant l'individu sacré et affirmant que les règles de l'arithmétique ne doivent pas s'appliquer aux unités humaines, c'est-à-dire qui représentent dans notre équation soit le zéro, soit l'infini. L'autre conception part du principe fondamental que la fin collective justifie tous les moyens. Et non seulement elle permet, mais elle exige que l'individu soit dans tous les cas de figure sacrifié à la collectivité, qui peut en disposer soit comme cobaye pour une expérience, soit comme un agneau à sacrifier. Je vous remercie beaucoup.